Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio. La planète demain, Christophe Debien. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Sud Radio dans La planète demain, l'émission qui traite avec optimisme des nouvelles technologies au service de l'écologie positive, tout un programme. Dans la seconde partie de notre émission, nous aurons l'honneur et la joie d'accueillir Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement et actuel président d'Équilibre des énergies, qui nous apportera d'ailleurs sa vision sur la transition énergétique en France et en Europe. Mais pour l'heure, nous allons évoquer une technologie dont on entend parler, mais que l'on ne connaît pas bien. Et oui, il s'agit de la blockchain. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Rémi-André Oscan, président de la Fédération française des professionnels de la blockchain. Bonjour Rémi-André. Bonjour. Vous avez donc créé cette fédération unique qui aujourd'hui est le premier réseau d'affaires en France pour les professionnels de la blockchain. Mais pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien ce qu'est la blockchain, pouvez-vous nous l'expliquer de façon très simple? Oui, bien sûr, naturellement, il s'agit d'une technologie de stockage et de transmission d'informations et ou de données qui repose sur une confirmation d'informations, une validation de ces informations de façon totalement décentralisée. Il s'agit de répliquer une information de façon massive et de façon extrêmement rapide pour veiller à garantir l'intégrité de cette information en utilisant un certain nombre de technologies qui préexistaient, puisque c'est la magie de la technologie blockchain, c'est qu'elle a mis en musique, mis en harmonie plusieurs technologies qui préexistaient, à l'occurrence la cryptographie, le système de tokenisation, le réseau pair à pair qu'on connaît très bien avec Internet, mais également la signature électronique. Donc finalement, ce n'est pas une si nouvelle technologie que cela. Alors, c'est une fédération française des professionnels de la blockchain. Est-ce qu'elle porte, cette fédération, une vision uniquement en France ou va-t-elle au-delà des frontières françaises ? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est une technologie qui est utilisée dans quasiment l'intégralité des pays du monde. Il a fallu construire une industrie française de la blockchain. Donc à ce titre, créer cette fédération professionnelle puisqu'elle est destinée à l'ensemble des entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, puisqu'elle leur permet de pouvoir se structurer, de se professionnaliser, mais aussi de pouvoir partager une vision commune de ce que va représenter la technologie blockchain dans différents secteurs d'activité économique clés de notre société. Donc forcément, aujourd'hui, lorsqu'on pense national, on passe aussi à l'échelle supranationale avec la dimension européenne. Voilà pourquoi nous participons à de nombreux groupes de réflexion et faisons des propositions d'évolution du cadre réglementaire, de financement, mais aussi des politiques publiques pour utiliser la technologie blockchain comme étant véritablement un levier d'accélération en fonction des secteurs d'activité qui sont concernés. Puisque c'est une technologie qui s'applique aujourd'hui dans plus d'une vingtaine de secteurs d'activité. Effectivement, quand on pense blockchain, on pense à son premier cas d'usage historique, qui est Bitcoin, mais aujourd'hui, c'est une technologie qui va bien au-delà. Alors, dans la vie de tous les jours, nous sommes tous confrontés à des systèmes commerciaux, industriels, bancaires ou autres, utilisant cette fameuse technologie blockchain, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui, tout à fait. C'est une technologie, effectivement, qui a démontré un appétit dans certains domaines, historiquement, notamment le domaine financier, puisque son premier cas d'usage visait à pouvoir permettre de transférer d'un point A à un point B, quelle que soit votre localisation géographique, en quelques minutes, un actif financier ou non financier. C'est la promesse qui a été tenue par la première génération de protocoles blockchain. Les deuxième et troisième générations sont venues permettre d'utiliser ces technologies dans plein de secteurs d'activité extrêmement différents. Des secteurs d'activité qui ont besoin de quoi ? De créer de la confiance sur la garantie de l'intégrité d'une information, la capacité à pouvoir tracer un flux d'informations ou un flux financier, la possibilité de pouvoir créer une économie beaucoup plus inclusive avec l'apparition de nouveaux business models moins pyramidales mais qui vont partager de façon, on va dire, un peu plus équitable la valeur qui est créée liée à l'usage de cette technologie. Et effectivement, l'environnement n'est pas un secteur qui est épargné par l'usage de la technologie blockchain. Je pense qu'on va en parler un peu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret qui touche chacun d'entre nous, par exemple ? De l'usage de la technologie blockchain dans le domaine de l'environnement ? Par exemple ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est effectivement aujourd'hui, on est face à des politiques publiques et à des façons de pouvoir réaliser des actions en faveur de la préservation du climat. Le protocole de Kyoto en est la meilleure expression. Le droit de polluer. J'achète la possibilité de pouvoir émettre une quantité de CO2 chaque année. Alors, on voit toutes les limites de ces politiques publiques associées à des politiques publiques répressives. Aujourd'hui, si j'agis en faveur de l'environnement, ça repose sur quoi ? Une conscience écologique. J'ai véritablement le souhait, en tant qu'acteur économique ou particulier,
particulier de faire une action qui est vertueuse pour l'environnement. Si je ne le fais pas, je suis sanctionné. Donc on est vraiment sur des politiques répressives. Est-ce qu'on peut passer sur des politiques incitatives? Je le crois sincèrement. C'est la possibilité notamment de pouvoir garantir, dans un contexte qui est le nôtre géopolitique, la provenance de notre énergie. Comment pouvons-nous garantir la provenance de cette énergie? Eh bien aujourd'hui, on s'en tient à la confiance qu'on porte aux intermédiaires, aux tiers de confiance. On ne donne pas la possibilité, que ce soit aux particuliers, aux entreprises et au gouvernement, de pouvoir vérifier par eux-mêmes la provenance finalement de cette énergie. C'est le pari de The Energy Origin, qui est une filiale spécialisée d'Engie, qui aujourd'hui propose la possibilité de tracer notamment la provenance du gaz. C'est le pari de Suez, qui aujourd'hui a souhaité nous proposer la possibilité de changer la valeur économique, la vision que nous avons du déchet, qui est une valeur économique négative, en la transformant en valeur économique positive. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut monétiser nos déchets et finalement nous inscrire dans une incitation beaucoup plus importante à finalement préserver l'environnement. Quels sont les acteurs qui animent votre fédération aujourd'hui? Alors, c'est une fédération professionnelle qui travaille avec d'autres organismes professionnels, à l'image de l'Institut national de l'économie circulaire, avec qui nous travaillons justement sur la possibilité d'utiliser la blockchain comme étant un levier d'accélération vers une économie beaucoup plus circulaire. Nous travaillons avec d'autres fédérations professionnelles par secteur d'activité. Donc, la FFPE, aujourd'hui, c'est plus d'une centaine d'entreprises, de grandes entreprises, à l'image d'EDF, à l'image de Suez, à l'image d'Engie, et un très grand nombre de petites et moyennes entreprises qui viennent finalement nous nourrir de leur expertise métier sectorielle et qui nous permettent de pouvoir identifier des partenariats stratégiques, à l'image de celui qu'on a fait avec la Fédération nationale des tiers de confiance. Puisque comme vous êtes tiers de confiance, quand on vous parle blockchain, on vous dit que la blockchain est censée venir vous remplacer. Elle est censée vous faire disparaître. Eh bien, il n'en est rien. Ce sont des magnifiques opportunités qui s'ouvrent aux tiers de confiance. Justement. Voilà une bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle, ça va rassurer certaines personnes. Je vous rassure. Je suppose que vous avez de nombreuses missions au sein de cette fédération, mais sont-elles créatrices de valeur et d'emplois sur le territoire français notamment? Alors c'est une question qui est extrêmement intéressante. À chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, finalement on se dit est-ce qu'elles vont plus détruire de l'emploi que créer de l'emploi? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une étude de la Commission européenne, donc le Chase, qui est un consortium européen d'acteurs qui ont travaillé sur le marché du travail associé à la technologie blockchain. Eh bien c'est la création de plus de 26 000 emplois en France au cours de ces 3 dernières années. Il faut s'entendre à la création de plus de 50 000 emplois au cours des 5 prochaines années. Donc c'est aujourd'hui une véritable technologie qui va contribuer aussi à la création de richesses dans notre pays. Et il faut aussi comprendre qu'il s'agit de plus de 10 000 entreprises aujourd'hui qui sont représentées, qui utilisent cette technologie au quotidien, que ce soit des grands acteurs du SBF 120 ou des petites et des moyennes entreprises. Et notre responsabilité, elle va de pouvoir créer ce tissu économique, favoriser la création de relations d'affaires, de relations économiques entre les petites et les moyennes entreprises, entre les centres de recherche, entre les universités, les organismes de formation et bien sûr continuer à avoir un dialogue en permanence avec le législateur, l'exécutif, mais aussi les autorités de supervision sectorielle qui bien souvent peuvent avoir une influence. Alors je comprends qu'il y a une parfaite harmonie avec les acteurs de votre filière, mais la collaboration entre les acteurs publics et privés français, est-ce que c'est possible encore ? Alors c'est tout à fait possible. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Nous avons la possibilité, dès lors que nous partageons des intérêts communs, mais surtout que nous devons résoudre des problématiques communes. Nous devons effectivement être en mesure de pouvoir travailler ensemble. Et il y a effectivement différents vecteurs qui vont accélérer l'usage de la technologie blockchain, mais elle ne doit s'inscrire que lorsqu'elle répond à des problématiques concrètes et pas uniquement prospectives. Alors en quoi la technologie blockchain dont vous parlez peut-elle accélérer la transition écologique ? Alors nous pensons avec l'INEC qu'il y a plusieurs possibilités d'utiliser la technologie blockchain. Alors l'INEC, c'est l'Institut national de l'économie circulaire, excusez-moi, effectivement, qui est l'institut de référence en matière d'économie circulaire. Eh bien nous avons identifié la possibilité d'utiliser la technologie blockchain comme étant ce qu'on appelle un game changer, qui va favoriser le changement de paradigme de l'environnement. Alors aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, qu'avons-nous comme finalement vision du déchet ? Eh bien nous avons le déchet comme ayant une valeur économique négative, c'est-à-dire que vous allez devoir payer pour sa collecte et son retraitement. Et si je vous disais qu'il était possible d'ores et déjà de changer cette valeur économique en lui attribuant une valeur économique positive, ça tombe bien, nous sommes dans une émission où le positivisme prédomine, n'est-ce pas ? Donc, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de vous dire, très bien, à chaque fois que vous allez pouvoir apporter ces déchets qui vont constituer une véritable matière première, que ce soit des déchets organiques qui vont, grâce au processus de méthanisation, créer du biogaz, que ce soit les déchets plastiques où aujourd'hui on arrive à recycler près de 80% d'entre eux, soit en
devenant une matière première nouvelle, soit en les réutilisant. Eh bien, il y a une possibilité de changer finalement cette visibilité, tout simplement en monétisant ces matières premières. Et c'est la proposition qui a été faite d'ailleurs à la mairie de Dijon, qui vise à pouvoir dire si vous êtes un particulier et que vous faites l'effort, non pas de uniquement trier, mais d'apporter vos déchets dans certains points de collecte, eh bien, vous allez faciliter ce retraitement et ces collectes des déchets qui vont ensuite pouvoir être mieux monétisés et réduire, le cas échéant, peut-être la TEM. Tout le monde est amené à payer ce mois-ci, jusqu'à la fin du mois d'octobre, cette fameuse redevance de collecte des ordures ménagères. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Un deuxième, ça consiste à pouvoir attribuer une identité unique à un déchet. Vous allez pouvoir, en lui attribuant une identité unique, d'ailleurs ça s'inscrit parfaitement dans le contexte du passeport digital, permettre à tout un chacun de pouvoir connaître la provenance de ce déchet, de savoir quelle a été finalement sa vie et comment est-ce qu'il sera réutilisé dans un deuxième temps. Un autre sujet, les crypto-monnaies qui se développent à vitesse grand V. On connaît bien sûr le Bitcoin, on parle de l'euro numérique, même le président Trump vient d'annoncer la création de sa propre crypto-monnaie. Et la technologie blockchain là-dedans ? Eh bien, la technologie blockchain constitue le support technologique qui vous permet d'échanger des actifs numériques. Effectivement, ces actifs numériques aujourd'hui font la une des journées. Pourquoi ? Parce que ça va devenir un actif stratégique. La façon dont nous avons d'échanger de la valeur va fondamentalement changer avec l'arrivée de ces technologies et la première puissance mondiale l'a parfaitement compris. Nous nous retrouvons dans un court instant avec Thibaut, le French Trotter de Sud Radio. Et où pensez-vous qu'il est allé ? Eh bien, la réponse dans une poignée de secondes. Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio. La planète demain, Christophe Debiens. Nous voici de retour dans la planète demain sur Sud Radio en compagnie de Thibaut, notre French Trotter, qui nous emmène découvrir le parc éolien de Saint-Brieuc. Bonjour Thibaut. Et oui Christophe, après ma petite balade en mer de la semaine dernière, je retrouve la terre ferme et j'aperçois Stéphane Alain Rioux, le directeur offshore d'Iberdrola, la société qui exploite ce parc éolien. Alors est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'historique de ce parc éolien depuis 2012, date à laquelle vous avez remporté l'appel d'offres ? Alors 2012, lauréat de cet appel d'offres pour un parc éolien de 496 MW, c'est-à-dire 62 éoliennes de 8 MW, les plus puissantes aujourd'hui installées en France. 10 ans de développement, parce que ça fait partie des premiers parcs. Il y avait donc beaucoup de choses à faire au niveau administratif, au niveau technique, au niveau recours judiciaire aussi. Et donc, champ qui a été construit aujourd'hui entre 2021 et 2023. On alimente 835 000 Bretonnes et Bretons. Et on est ravis aujourd'hui, on est très fiers que ce parc fonctionne à plein avec les vents puissants de la baie de Saint-Brieuc. Ça représente quelle part de production d'énergie pour la région Bretagne ? La région Bretagne aujourd'hui produit que 15% de ce qu'elle consomme. Donc l'arrivée du parc éolien en mer de Saint-Brieuc va augmenter significativement cette part. On apporte plus de 10% de production locale. C'est extrêmement important. La Bretagne est une péninsule énergétique et donc ça va changer la donne pour les habitants et aussi pour les industriels qui développent cette région. Donc on est vraiment fiers de voir que ce parc tient ses promesses en termes de production énergétique. C'est quoi l'objectif national en production d'énergie renouvelable ? Aujourd'hui, la France a un objectif à 2035 d'avoir 18 gigawatts installés en mer. Pourquoi en mer ? Les vents sont plus puissants, sont plus réguliers. On peut aussi avoir des fermes plus importantes qu'à terre. Et donc, c'est vraiment une nouvelle filière industrielle qui se lance. Et c'est important que la France soit dans la course. On a de nombreux pays européens qui ont déjà depuis plus de 10 ans de nombreux parcs. C'est à nous d'accélérer et Iberdrola est très fier de participer à cette accélération pour le littoral breton. C'est quoi l'avantage de l'éolien par rapport aux autres sources d'énergie renouvelable, comme le solaire par exemple ou le géothermique ? En fait, chez Iberdrola et chez d'autres développeurs, on n'oppose pas les différentes formes d'énergie parce qu'en fait, chaque type d'énergie correspond à un besoin et à une circonstance particulière. Ici, en Bretagne, on a des côtes avec beaucoup d'énergie venteuse. On a aussi de l'énergie des courants de marée. Donc, on a des formes énergétiques qui sont disponibles. Et l'intérêt de l'éolien en mer en particulier, c'est son facteur de charge, puisqu'on est entre 40 et 45% de production, ce qui fait qu'on a un bon productible. Donc, pour nous, c'est important, ça permet d'avoir de l'électricité en local, de développer les compétences et l'emploi local, et donc finalement d'être plus souverain énergétiquement parlant. Il y a un potentiel à exploiter.
Et la France, en particulier l'ouest de la France, mais aussi la Méditerranée, font partie des zones qui ont un potentiel réel, qui aujourd'hui est sous-exploité. Donc à nous de faire en sorte qu'on puisse l'exploiter au maximum et avoir de l'électricité produite à côté de chez nous. Merci Thibault pour votre courage à toute épreuve. À dimanche prochain. Maintenant, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité de l'écologie positive. Brice Lalonde est avec nous dans le studio de Sud Radio. Il a été ministre de l'Environnement. Il est aujourd'hui le président du Cercle de réflexion et d'influence Équilibre des énergies. Bonjour Brice. Bonjour. J'ai vu que vous aviez écouté avec attention ce que disait Rémi André Oscan, président de la Fédération française des professionnels de la blockchain, dans la première partie de notre émission. Est-ce que vous connaissiez l'existence de la technologie blockchain ? Oui, je la connaissais. Mais cela dit, je ne la pratique pas parce que c'était compliqué quand même. Mais tout le monde voit bien qu'il y a il y a un développement extraordinaire de la numérisation dans le monde et de l'Internet, et qu'on voit bien que ça pose des questions de sécurité, de validité, de vérification de l'information. Et donc, je suppose que la blockchain participe à cette sécurisation d'une manière ou d'une autre. Il y a juste des petites difficultés, c'est que toute cette numérisation, maintenant l'arrivée de l'intelligence artificielle, les data centers, tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, il va falloir que dans les années à venir, toute cette numérisation progresse et que ça consomme un peu moins d'énergie, parce que vous savez que même l'intelligence artificielle, je crois que c'est 10 fois plus d'énergie que d'envoyer un mail, quoi. C'est extraordinaire. Bon, donc voilà. Est-ce qu'on peut arrêter cette espèce de voracité énergétique ? Bon, c'était le coup de gueule de Brice Lalonde. Alors, je disais précédemment que vous présidiez Équilibre des énergies, un cercle de réflexion. Vous pouvez nous présenter cette organisation ? Oui, bien sûr. Équilibre des énergies, donc c'est, comme vous dites, un cercle de réflexion dont les membres sont essentiellement des entreprises. Donc, je travaille avec des entreprises parce que je considère que si on veut vraiment décarboner et faire la transition énergétique, si on n'a pas les entreprises avec nous, on n'y arrivera jamais. Et donc, ce sont des entreprises du secteur du bâtiment, par exemple l'immobilier, la construction, les travaux publics, les maisons où l'on habite. Comment fait-on pour qu'elles consomment mieux d'énergie, qu'on vive mieux, qu'on soit plus content dedans ? Les entreprises du transport, tous les transports, que ce soit les automobiles, les camions, les trains ou même les avions, comment est-ce qu'on fait pour décarboner tout ça ? Et puis les entreprises de l'énergie, les grandes entreprises, Électricité de France, Total Énergie et autres. Et tout ce petit monde-là travaille avec leurs ingénieurs, c'est toujours des ingénieurs, des ingénieurs des mines et tout ça, et on travaille pour ensuite prendre des positions et aller voir les gouvernements, aller voir la Commission européenne, parce que maintenant beaucoup de choses se passent en Europe, et leur dire voilà ce qu'on vous propose, voilà ce qu'on peut faire maintenant pour aller plus vite, pour que ça marche mieux. Alors c'est quoi pour vous l'Europe de l'énergie idéale ? L'Europe de l'énergie idéale, c'est peut-être qu'on laisse chaque pays faire un peu comme il veut, que l'on fixe simplement le but et que les moyens, ce soit à chaque pays de le faire. Il n'y a pas une seule manière de faire vue d'en haut de Bruxelles. C'est vraiment chaque pays a sa spécificité. Il y a des endroits où il y a plus de soleil, d'autres où il y a des montagnes, donc il y a des barrages, etc. Donc essayons de travailler pour faire le mieux possible avec toutes les différentes ressources des différents pays. Je vais vous donner un exemple. Là, on a une bataille en ce moment. La bataille, c'est sur les barrages. Les barrages sont très importants. En France, on a beaucoup de montagnes, donc on a des barrages. Ces barrages sont extrêmement importants pour ce qu'on appelle la flexibilité de l'énergie. Parce que, comme vous le savez, l'énergie, d'abord, ça se stocke pas. Et il y a des moments où on en a besoin. Et à ce moment-là, ça s'appelle des pointes de consommation. Tout le monde rentre à la maison à 7 heures. Allez, hop, on allume tout et hop, ça monte. Et en revanche, il y a des moments où on n'en a pas besoin, et à ce moment-là, on en a trop, si je puis dire, on ne sait pas quoi faire. Et avec les barrages, on arrive à équilibrer tout ça, parce qu'on stocke, quand on n'en a pas besoin de cette électricité, on la stocke sous forme d'eau que l'on pompe en haut des barrages, et ensuite, quand on en a besoin, on ouvre les turbines. La Commission européenne, elle dit « Ah non, les barrages, il faut maintenant que ce soit des appels d'offres, il faut ouvrir à la concurrence et il faut qu'une entreprise autrichienne puisse se payer un barrage français, tant pis, etc. » Bon, là, il y a une bataille.
on en a besoin, et cette histoire de mettre en concurrence les barrages, non, on en a besoin. L'électricité de France et d'autres, et Engie, parce qu'il y a 2 grands producteurs d'électricité et d'autres, ils ont besoin de ces barrages pour équilibrer. Et donc, il y a une bataille. Comment est-ce qu'on garde ça en France? Comment est-ce qu'on garde le contrôle de ça? Voilà. Donc, il y a sans arrêt des discussions. Alors, moi, je dis des batailles, parce que c'est mon tempérament, un peu. Mais, vous êtes un batailleur. Voilà, un batailleur. Mais bon, il y a aussi, à un moment donné, on s'entend bien, on arrive à discuter, et les choses avancent. Et ça avance, parce que pour l'instant, en France et en Europe, on a vraiment diminué les émissions de gaz à effet de serre. Mais on est en concurrence maintenant avec les États-Unis, avec la Chine. Et pour l'instant, il faut dire que la manière de faire de l'Europe, qui est un peu... on interdit beaucoup de choses. On fait des listes des choses interdites et des listes des choses autorisées. Ça, c'est trop compliqué, ça ne marche pas. Tandis qu'aux États-Unis et en Chine, c'est plutôt... Allez, si tu fais quelque chose de bien, tu as une subvention, c'est incitatif. Et là, ça marche mieux. Ah, ça, c'est sûr. Et on sait que l'Union européenne a un objectif concernant les gaz à effet de serre, c'est de réduire de 55% les gaz à effet de serre. Donc, est-ce que vous pensez que cet objectif est atteignable ou est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que c'est atteignable? L'Europe, elle a été plus ambitieuse que le monde entier. Le monde entier, il a dit, allez, on va réduire les émissions de manière à ne pas dépasser une augmentation de température de 2 degrés Celsius avant la fin du siècle. L'Europe, elle a dit non, on va faire 1,5 et en 2050. Donc, on est plus ambitieux. Donc, c'est plus difficile. Est-ce qu'on va y arriver? On va essayer en tous les cas. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais c'est vrai que c'est difficile. Regardez en ce moment, une des façons de faire, c'est d'électrifier les véhicules légers. Passer aux véhicules électriques. C'est pas si simple, hein. C'est que pour l'instant, c'est que ça coûte cher, un véhicule électrique. Et il faut que monsieur tout le monde puisse se l'acheter, puisse aller la recharger. Donc, c'est pas si simple. Donc, c'est un énorme effort. Et cet énorme effort, il doit se faire en ce moment sous le regard de la Chine qui, elle, produit des véhicules électriques pas chers. C'est vrai. Et alors, comment fait-on? Comment est-ce qu'on discute avec la Chine? Est-ce qu'on ouvre les frontières? Est-ce qu'au contraire, on dit non, je protège notre industrie? Voilà la discussion. Questions se posent. Mais oui, toutes ces questions se posent. Oui. Mais en même temps, on y arrive parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Et par exemple, à côté de ça, pour être très simple, la décarbonation, c'est l'électrification. L'électrification des usages, l'électrification dans les maisons, l'électrification dans les transports et la chaleur renouvelable. Bon, il y a les deux un petit peu. Oui. Et c'est ça l'effort qu'il faut faire pour sortir en quelque sorte des fossiles. Et donc l'Europe est très ambitieuse. Ça avance doucement, quelquefois cas un cas. Hein. Alors on connaît aujourd'hui aussi des bouleversements géopolitiques qui sont majeurs et qui entraînent dans leur sillon des prises de décisions très urgentes, surtout en matière d'énergie notamment. Comme vous êtes un homme de solution, quel serait selon vous le modèle énergétique français idéal? En quelques secondes. C'est un modèle où aujourd'hui l'électricité c'est 25% de la consommation finale en énergie. Eh ben en 2050, il faut que ce soit 60%, au moins 60%. Voilà. Donc ça, c'est ce modèle-là. Et c'est un modèle où il y a à la fois du solaire et du nucléaire. Le solaire, c'est une fantastique découverte en quelque sorte, une fantastique amélioration, puisque l'énergie solaire, je me souviens quand on en parlait, il y a, mon Dieu, j'ose à peine le dire, mais les gens disaient, vous rêvez, monsieur Lalonde, vous rêvez. Eh bien maintenant, c'est la source d'énergie et d'électricité la moins chère du monde. C'est incroyable ce succès. Oui, c'est vrai. Voici une réponse claire et concise. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, cher Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement et président d'Équilibre des énergies. On se retrouve dimanche prochain à 12h30 dans La Planète Demain sur Sud Radio, l'émission qui traite de l'écologie de façon optimiste et positive. Bonne semaine et à très vite. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens.